Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous sommes à nouveau réunis ce soir pour une conférence, dans le cadre de cette série de manifestations qui sont organisées pour la commémoration de la mort de Napoléon Bonaparte. Donc, ce sont des conférences organisées par l'Assemblée de Corse. Nous avons ce soir le plaisir de recevoir pour une conférence Charles Bonaparte. Charles Bonaparte qui est bien sûr un membre de la famille Bonaparte, mais qui est aussi un auteur qui a écrit sur plusieurs sujets. Il y a quelques années, sur Napoléon et Paoli. Donc, c'était un ouvrage qui était tout à fait passionnant et qui faisait le lien entre les deux personnages, entre ces deux personnages de l'histoire à une époque où ce n'était pas commun de faire ce lien. On avait plutôt tendance à les opposer. Donc, ça a été un livre, je crois, important s'agissant du dialogue donc entre les mémoires paoliennes et napoléoniennes. Aujourd'hui, il publie un ouvrage qui s'appelle La liberté Bonaparte et donc, dont il va nous donner les grandes orientations à travers cette conférence. Alors, Charles Bonaparte, c'est aussi donc l'un des animateurs des manifestations qui ont eu lieu dans le cadre du projet Paoli-Napoléon, dont je vous rappelle qu'il est organisé conjointement par la collectivité de Corse et l'université de Corse depuis 2014. Donc un grand nombre de conférences, un grand nombre de séminaires internationaux, de colloques ont été organisés. 111 communications scientifiques sur des sujets les plus divers ont été tenues. Charles Bonaparte a participé activement au projet Paoli-Napoléon, donc depuis des années, et donc c'est avec plaisir que nous le recevons ce soir, que nous le retrouvons, donc pour ce moment solennel de commémoration, mais pour ce moment aussi de réflexion sur Napoléon Bonaparte, sur ce qu'il a laissé, sur la façon dont il a influé sur ce que nous sommes aujourd'hui, notamment en Corse, puisqu'il s'agit bien sûr des mémoires qui sont présentes de manière générale en Europe, mais singulièrement en Corse. Bon, Charles Bonaparte a également été élu, donc élu en Corse. Donc ses liens avec notre île ne sont pas seulement liés à ses origines familiales, mais également à son parcours personnel. Donc vraiment, encore une fois, beaucoup de plaisir à recevoir à nouveau Charles Bonaparte. Alors, il est président de la Fédération européenne des cités napoléoniennes, qui regroupe 70 villes dans 13 pays d'Europe, dont 7 en Corse, donc Bastia, Ajaccio, Bocognane, Calvi, Bonifacio, Sartène, Corté. Donc aujourd'hui, c'est plutôt comme auteur, donc bien sûr, c'est divers titres qu'il intervient, mais surtout comme auteur donc de ce livre, La liberté Bonaparte. Alors, avant de lui laisser la parole, je rappelle que ces conférences sont organisées en partenariat avec la délégation Corse du souvenir napoléonien, mais également avec le laboratoire de notre université, le laboratoire LISA, laboratoire CNRS, dont le directeur, l'actuel directeur, nous a donné une conférence pas plus tard que la semaine dernière. Donc, c'est Eugène Guérard. Donc, je vais laisser la parole. Donc, alors, le format donc, de ces conférences, une intervention, une communication à peu près d'une demi-heure. Et puis ensuite, nous prêtons, vous prêtez donc au jeu des questions-réponses avec nos auditeurs. Donc, merci donc d'être parmi nous et je vous laisse la parole donc pour votre conférence. Merci Jean-Guy. Tout d'abord, quelques mots pour vous remercier et pour féliciter l'Assemblée corse d'organiser ces conférences et de mettre la commémoration du bicentenaire sous le signe
de la curiosité intellectuelle et de la science historique. Je pense que c'est effectivement le bon moyen d'approcher les questions qui peuvent être difficiles, qui peuvent être discutées et qui doivent être discutées frontalement, vues avec la rigueur de la science, mais sans aucun préjugé. Voilà. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Alors, vous m'avez invité ce soir à évoquer la question de la modernité de Napoléon Bonaparte et que je vais aborder sous deux angles. D'abord, je dirais la modernité idéologique, c'est-à-dire, au fond, je vais être obligé d'être très rapide, mais évoquer les quelques idées fortes qui ont marqué le gouvernement de Napoléon et qui continuent à faire sentir leurs effets jusqu'à nos jours. Alors, chacun a en tête cette proclamation qui a été dite au lendemain du coup d'État de Brumaire par les consuls: citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Donc, elle est finie. Voilà. Alors, on s'est longtemps interrogé sur la nature de cette finition. S'agissait-il d'une fin à proprement parler, ou voulait-il dire par là que les principes étaient parfaits? Voilà. Devant le Conseil d'État, quelques temps plus tard, il précise sa pensée. Nous avons fini le roman de la Révolution, il faut en commencer l'histoire, ne voir que ce qu'il y a de réel et de possible dans l'application des principes. Suivre aujourd'hui une autre voie, ce serait philosopher et non pas gouverner. Voilà. Donc voilà l'homme, voilà le projet. Il a derrière lui la Révolution et son projet politique, c'est de mettre en œuvre les acquis de la Révolution, indépendamment de la dimension géopolitique et militaire que je ne vais pas aborder dans le cadre de cet exposé, mais qui joue effectivement un rôle important parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, la France et la Corse, bien entendu, étaient sous la pression de coalitions menées par l'Angleterre. Déjà, c'était la deuxième coalition donc, qui allait naître en 1800. Alors, quels sont ces grands principes? Le premier, me semble-t-il, c'est l'égalité. Voilà. Chateaubriand a beaucoup causé là-dessus. Oui, en France, on préfère l'égalité à la liberté. D'une certaine manière, c'est vrai. C'est vrai que le gouvernement de Napoléon, c'est le gouvernement de la fin de l'Ancien Régime, marqué par une société au fond de privilèges liés à la naissance. La Révolution est une révolution bourgeoise, comme l'ont dit beaucoup d'auteurs, qui favorise l'individualisme. Et donc, qui dit individualisme dit correction des inégalités. Et correction des inégalités, eh bien, ça passe par un certain nombre d'institutions. C'est ce qu'on appelait les masses de granit. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'elles seraient beaucoup trop nombreuses à énoncer: le code civil, le code pénal, et surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, une nouvelle administration. Parce qu'au fond, l'administration et la qualité de la gestion, c'est elle qui permet de réaliser l'égalité entre les citoyens. D'une certaine manière, la Convention, les assemblées de la Révolution étaient mortes de l'absence, étaient remplies de bonne volonté, y compris sur la question de la libération des esclaves, y compris sur la question de la femme, qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure. Mais les textes étaient votés, mais sans possibilité réelle de les mettre en œuvre, faute d'un outil administratif adéquat. Bon. Et donc, la première tâche de Napoléon, ça a été de mettre en place une administration efficace, des institutions publiques. Vous les connaissez tous, je ne vais pas rentrer dans le détail, les lycées, les universités, le corps préfectoral, la Cour des comptes, etc. Tout ça, pourquoi? Pour avoir un outil qui permette de mettre en œuvre les lois qui vont être votées. Donc, premier élément, l'égalité. Je pense que c'est quelque chose qui perdure jusqu'à notre temps. Nous autres Français et nous autres Corses, nous sommes aussi extrêmement attachés à l'égalité et parfois d'ailleurs au détriment de la liberté. On sait très bien qu'il y a un binôme là quelque peu contradictoire, une sorte d'oxymore entre lesquels il faut trancher. Alors, deuxième aspect très important, la question de la liberté des cultes. C'est une question d'ailleurs qui prend une dimension singulière en Corse, où ceci a fait l'objet d'un débat au temps de la Révolution et sous Pascal Paoli. Mais cette liberté des cultes, elle est au fond conquise et mise en œuvre par le Concordat de 1801. Le Concordat, c'est en même temps la fixation des relations entre l'État et les religions, et c'est aussi la fin de l'athéisme, on peut dire officiel, de la France, qui prévalait donc après la Terreur, c'est-à-dire après 1793, pour mettre en place ce qu'on appelait la liberté des cultes. Donc c'est une forme d'accord contractuel
médiatisé par le pape, alors là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permet aux trois religions de l'époque, hein, la religion catholique, la religion protestante et la religion juive, d'avoir une existence officielle et de pouvoir être librement pratiquée. Alors c'est très important parce que c'est la première étape de ce que nous appellerons plus tard, donc avec les lois de 1905, la laïcité, et qui garantit aujourd'hui la liberté du culte. Alors je sais que tout ceci est discuté aujourd'hui, mais enfin ce sont quand même des principes de base qui permettent de comprendre d'où on vient et peut-être où on va. Troisième sujet important, la question de la nation. Alors, la question de la nation surgit avec la Révolution, parce que sous l'Ancien Régime, au fond, la nation, c'était le roi. Dans la monarchie absolue, le principe dans lequel se reconnaissent non pas les citoyens, mais les sujets, c'est le roi. Et donc, dès lors que les gens sont libérés du lien séculaire qui les liait au monarque, ils se retrouvent orphelins, je dirais privés de représentation collective. Et donc, la nation apparaît comme le principe dans lequel se reconnaissent les citoyens libres, ou soi-disant, ou prétendument libres, disons, issus de la Révolution de 89. Et donc, très lié donc, à ce sujet, la question de la souveraineté, hein, c'est-à-dire comment ces citoyens libres exercent le pouvoir. Mais cette question de la souveraineté, c'est une question nouvelle et qui continue à produire ses effets aujourd'hui. Et la question de la nation, évidemment, inutile de dire qu'elle a eu un rôle absolument prépondérant. D'ailleurs, d'une certaine manière, Napoléon a été en même temps le créateur de la nation et en même temps, il en a été victime, puisque les nations sont nées, on peut dire, au lendemain de la Révolution française, se sont très vite diffusées en Europe, et au fond, c'est le principe national qui finalement a chassé Napoléon. Je ne vais là non plus pas rentrer dans le détail, c'est un très vaste débat, mais c'est un sujet très important qui continue donc à faire sentir ses effets, puisque la question de la nation continue à être posée aujourd'hui. Quatrième et dernier point, la question de l'Empire français. Donc, on voit bien que les premières guerres napoléoniennes sont directement le produit, on peut dire, des guerres révolutionnaires. C'est-à-dire que les monarchies coalisées interdisent finalement un principe politique nouveau qui est celui de la République. Et puis, petit à petit, le régime se transforme, on passe du consulat à l'Empire, et ces guerres deviennent, on peut dire, de moins en moins défensives et de plus en plus offensives, pour créer ce qu'on peut appeler un empire. Bon. C'est-à-dire qu'on conquiert au fond des espaces, on conquiert des espaces géographiques, politiques, on met en place les acquis de la Révolution, dans beaucoup de cas, là aussi il faudrait rentrer dans le détail, et on crée donc un empire. La limite, au fond, de ce système, c'est la guerre d'Espagne, où Napoléon, au fond, les armées napoléoniennes ont été battues par les résistants espagnols et portugais appuyés par les Anglais au nom du principe national, et bien sûr la terrible campagne de Russie, où le principe national se trouve mis en... C'est très bien expliqué par Tolstoï dans Guerre et Paix, comment le principe national naît, au fond, en Russie avec les armées de Napoléon, en opposition aux armées de Napoléon. Alors, ces quatre grands principes, je m'excuse vraiment de leur caractère très, très schématique, ils résistent, au fond, à tous les gouvernements qui vont se succéder entre la chute de l'Empire et l'époque contemporaine. Donc, on a successivement, comme vous le savez, donc la Restauration, le gouvernement de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe, de Napoléon III, pour aboutir donc à la Troisième République, qui, peu ou prou, se poursuit jusqu'à nos jours. Et donc, ces principes, ce sont d'une certaine manière des masses de granit, parce qu'ils sont le soubassement de la République moderne. Et donc, on retrouve ici les principes de la... Alors, je m'excuse d'une petite parenthèse. Si j'ai parlé de l'Empire, c'est effectivement pour expliquer que derrière cet Empire se trouve posée la question de l'Europe. Bien sûr, en des termes qui sont radicalement différents de l'Europe de post-Seconde Guerre mondiale, mais se trouve posée la question de l'organisation, au fond, de l'espace politique européen, comme Charlemagne l'avait posé donc avant Napoléon. Charlemagne, d'ailleurs, dont Napoléon se réclame. Et je rappelle d'ailleurs que la veille de la mise en place de l'Empire, il a été donc sur la tombe de Charlemagne se recueillir et il a ramené donc d'Aix-la-Chapelle les symboles de Charlemagne. Donc il inscrit au fond son action dans la création d'un empire européen. Alors, très rapidement, ceci perdure et ceci se transmet, on peut dire,
au travers du mythe napoléonien. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est un sujet très intéressant. Au travers de la République, comment la République traite ce mythe. Très longtemps, Napoléon a été, avec des historiens plutôt de droite, disons conservateurs, comme Madelin ou Bainville, a été assimilé, disons, à un héros guerrier. Bon. Et donc, avec l'époque moderne, avec des gens comme Brodel, comme Lefebvre, comme Soboul, eh bien, Stullard également, on s'ouvre donc à une conception nouvelle où Napoléon est vu plus comme un grand organisateur que comme un grand guerrier. Alors, le monde moderne y ajoute évidemment une dimension nouvelle, qui est une dimension, je dirais, internationale, puisque jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre, alors jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, 14-18, la France se rassemble à l'image de Napoléon pour lutter contre l'Allemagne. Et donc, Napoléon reste, et je me souviens encore du bicentenaire de la naissance de Napoléon, en 69, vous n'étiez peut-être pas encore né, Jean-Guy, mais oui, j'étais né, vous venez de naître, bon, oui. tant mieux. J'avais 9 ans. Eh bien, je me souviens encore de. Alors moi, j'étais né depuis longtemps, je suis né en 50, donc j'avais 18 ans. Bon. Et donc, je m'en souviens, bien que je n'étais pas à Ajaccio, je m'en souviens, c'était un Napoléon guerrier, au fond, qui était présenté, avec l'appui, on peut dire, de l'armée, le défilé de la Légion étrangère, etc. etc. Bon, j'en passe. Donc, ce personnage s'est petit à petit transformé avec la venue d'une nouvelle historiographie qu'on pourrait analyser par ailleurs, mais ce n'est pas au cœur de mon exposé. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans le monde contemporain, c'est que ce héros, on peut dire national français, corse français, est devenu, dans un premier temps, un héros européen, et à la faveur de la globalisation des cultures, il devient un héros mondial. Et donc ça, on le voit par exemple dans les reconstitutions qui ont marqué au fond les bicentenaires depuis l'an 2000 jusqu'à nos jours. On le voit dans l'usage de la publicité, on les voit dans les films. Enfin, il y a beaucoup de médias qui sont des médias à portée, on peut dire, mondiale, qui parlent de Napoléon et qui présentent Napoléon d'une manière nouvelle. Et donc, et alors ça, c'est un premier mouvement. Le deuxième mouvement qui me paraît important, c'est que l'histoire napoléonienne quitte le champ clos, on peut dire, de l'université pour rentrer de plein pied dans l'univers médiatique et ludique. Je crois que c'est une dimension nouvelle parce que, en définitive, au travers du jeu et des médias, ce sont les individus qui s'approprient Napoléon et non plus les institutions publiques qui médiatisaient autrefois donc l'histoire, qui enseignait au fond l'histoire napoléonienne, l'histoire officielle de Napoléon, au travers des disciplines universitaires. Et donc ça change beaucoup le regard. Ça change beaucoup le regard. Il y a une dimension indiscutablement culturelle nouvelle, impressionniste, pourrait-on dire, qui est là et dont nous devons absolument tenir compte dans la reproduction de l'histoire. Alors, troisième élément également, des points de vue nouveaux, parce qu'il est tout à fait normal que les sociétés interrogent l'histoire au regard de leurs propres préoccupations, et donc on voit aujourd'hui émerger des débats totalement légitimes sur la question de l'esclavage, sur la question du statut des femmes, sur la question de la liberté de la presse, mais qui sont des préoccupations plutôt récentes. Et donc l'histoire napoléonienne est saisie, et donc vous participez tous plus ou moins, vous avez suivi ces débats au niveau national que je trouve, je le répète, totalement légitimes. Alors, le regard européen, et j'en terminerai par là, au fond, avec cette fédération des villes que j'ai souhaité créer donc en 2004, à l'époque j'étais en effet élu à Ajaccio, nous avons voulu croiser des regards. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'une seule histoire, il n'y a pas qu'un seul regard, il y a des regards pluriels de pays dans lesquels il est perçu tantôt comme un envahisseur, tantôt comme un grand homme d'État, tantôt comme un général vainqueur. Voilà. Et donc, le croisement de ces regards est quelque chose qui nous paraît très important pour la construction de l'Europe. Et donc, c'est la raison d'être fondamentale de la fédération, où nous avons souhaité, au fond, franchir un pas nouveau dans la reproduction de la culture et la compréhension napoléonienne en le hissant au niveau de l'Europe. Et en même temps, donc, mettre en place des opérations très concrètes sur le terrain de développement culturel et touristique. Je vais en citer deux, trois. Par exemple, à Ajaccio, qui au demeurant est le siège de la fédération, nous participons, nous mettons en place des applications spécifiques
de découverte et d'interprétation du patrimoine de la ville. À Corté, à Calvi, nous mettons en place des circuits numériques avec des expositions virtuelles. Tout cela, évidemment, financé en grande partie non seulement par la région et les villes, bien entendu, mais aussi par les financements de programmes Interreg européens. Ceci n'est possible, évidemment, que dans le cadre d'une coopération interfrontalière, c'est-à-dire que sur ces projets-là, en l'occurrence, nous travaillons avec nos amis italiens. Voilà. Donc, tout ceci forge petit à petit un regard nouveau de l'Europe. Moi, je suis extrêmement satisfait, je suis obligé de le dire, que le Conseil de l'Europe considère, si vous voulez, aujourd'hui, Napoléon comme autre chose qu'un guerrier. Et qu'il considère que Napoléon fait partie de l'Europe, quel que soit le positionnement que les pays ou que les villes ont occupé à cette époque-là. Et j'en veux un exemple très concret. Il y a 2 ans, donc, j'ai été envoyé par la Commission européenne à Shanghai, à la plus grande foire mondiale, on peut dire, du tourisme, pour représenter non pas la Corse, non pas la France, mais la Commission européenne, l'Europe. Hein. Et donc, nous avions un stand Napoléon, Destination Napoléon, donc, qui est notre marque d'itinéraire culturel, exposé à Shanghai ou chinois. Voilà. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant et très important en fait pour nous, d'ailleurs aussi bien pour la Corse que pour la France, parce que ça porte au fond l'image d'une personne qui est née en Corse, qui a fait sa carrière en France et qui porte aujourd'hui l'image de l'Europe. Et bien c'est exactement cela que nous voulons faire. Et moi je suis convaincu, à titre personnel, et pour terminer par une note peut-être un petit peu plus politique, que notre devenir est dans l'Europe et que à terme, je ne sais pas quel est exactement le terme de ce terme, mais dans les décennies qui viennent, nous formerons une nation nouvelle, peut-être pas une nation au sens où on l'a entendu jusqu'à présent, certainement une nation avec des formes d'organisation politique spécifiques qui tiennent compte de la disparition de chacun, de la disparité de chacun, mais une nation européenne. Et la nation européenne, eh bien, comme toute nation, comme la nation corse, comme la nation française, eh bien, elle est basée sur une histoire commune et partagée. Ce n'est pas l'histoire de la Corse du Nord contre la Corse du Sud, c'est une histoire unique de la Corse, comme l'histoire de la France, c'est une histoire unique, comme l'histoire de l'amitié entre l'Allemagne et la France, ça se base sur des manuels d'histoire écrits en commun sur l'interprétation qu'on a, la compréhension qu'on a de la guerre. Et bien là, l'Europe, un jour ou l'autre, elle devra se mettre d'accord, écrire une page d'histoire commune qui sera partagée par tous les citoyens de cette Europe que j'appelle de mes voeux. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots et de manière liminaire. Merci beaucoup, Charles, pour cet exposé tout à fait éclairant hein, sur vos travaux, sur votre ouvrage. Alors, nous avons des questions qui sont intéressantes là, qui nous sont parvenues et je vais vous les soumettre. Alors, Catherine nous demande, alors, vous êtes issu d'une famille très connue, bon, c'est loin qu'on puisse dire, est-ce parfois un héritage lourd à porter? Écoutez, c'est un des sujets de mon livre, hein, parce que je parle effectivement de mon destin personnel, qui est un destin humain, individuel, je dirais, confronté par les hasards de la naissance à cet héritage, en effet, considérable. Et donc, ça m'a valu, en effet, un certain nombre de difficultés. Mais finalement, avec l'âge, je suis arrivé à une forme de compromis que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Alors, il y a Vanina qui vous demande quelle image de la Corse avait Napoléon. Alors là, je pense que c'est une question. Ah oui, c'est une très vaste question. Il faut commencer par dire que Napoléon a vécu dans la perspective de servir la Corse jusqu'à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire la moitié de sa carrière. Hein, il est mort à 52 ans. Et ben, pendant les 23 premières années de sa vie, son projet, ce n'était pas du tout de servir la France, c'était de servir la Corse. Et son projet, c'était de devenir, en fait, le général, au fond, des armées de Pascal Paoli, du libérateur de la Corse, de l'homme qui prendra le pouvoir en Corse. Alors, dans un rapport qui reste à définir, évidemment, avec la France, enfin, c'est un vieux débat. Jean-Guy, je ne vais pas vous l'enseigner, autonomie, indépendance. Bon, la question se posait déjà. Bon, mais toujours est-il que dans son esprit, il devait servir la Corse. Voilà. Et donc, il est corse, on peut dire, de naissance, de culture, de langue. Par tous les pores de sa peau, on peut dire c'est un Corse de physique, si je puis me permettre. C'est un Corse et c'est bien connu. Alors, l'image de la Corse a changé, évidemment, au contact des affaires.
Au fond, je l'ai effleuré tout à l'heure, mais l'un des grands problèmes qu'il a eu à résoudre, en particulier sur la question religieuse, ça a été de maintenir l'ordre en France. La fin d'une révolution, quand on siffle, on peut dire la fin d'une partie d'une manière ou d'une autre, eh bien, il faut revenir à une situation d'ordre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait été choisi par l'abbé Sieyès, qui avait préparé, en fait, fomenté le coup d'État de Brumaire, parce que c'était un sabre. Hein. C'était un sabre qui garantissait le maintien de l'ordre, la paix civile, si on peut dire en France. Et donc cette préoccupation, il l'a d'une certaine manière transférée à la Corse. Et il faut bien reconnaître que pendant le temps de son gouvernement, il a mis en place, il a tenu la Corse d'une main de fer. Hein. Il a envoyé l'armée, il a nommé un préfet, qui ont eu la main très lourde en Corse. Bon. Et donc, il a vu, et on le retrouve d'ailleurs dans ses écrits, il y avait au fond une double préoccupation. Il y avait une préoccupation permanente du bien-être de la Corse, c'est-à-dire de l'équipement public de la Corse. Il y a des écrits sur lesquels il parle des routes, alors pas encore des fontaines, parce que ça sera sous Napoléon III, mais des routes, de l'aménagement des villes, le plan David d'Ajaccio, par exemple, lui est en partie dû. Bon. Et puis de l'autre côté, donc cette préoccupation des désordres en Corse, où il y avait, vous le savez, beaucoup de vendetta encore, beaucoup de morts, beaucoup de crimes inexpliqués. Hein, malheureusement, ça continue. Et donc, il a mené une politique de répression, on peut dire d'ordre en Corse. Mais dans le mémorial, une fois réfugié à Sainte-Hélène, où il revient en définitive sur sa carrière et il cherche à lui donner un sens, on retrouve les pages du Corse qui regrette son île, qui n'a pas pu y retourner. Et d'ailleurs, on sait qu'il a eu des mots extrêmement flatteurs pour Pascal Paoli, pour son œuvre, dans laquelle il explique qu'il a regretté, en définitive, de ne pas avoir pu renouer le dialogue avec Pascal Paoli. Voilà. Donc, un regard contrasté et en grande partie lié à son activité de chef d'État. Merci. Alors, Antoine nous demande, qu'y a-t-il de Corse dans l'action politique de Napoléon? Selon vous, alors, qu'y a-t-il de Corse dans l'action politique de Napoléon? Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse Antoine, mais qui intéresse aussi beaucoup de gens, oui. notamment à l'université, oui. parce qu'en travaillant un peu sur ces questions-là. Ben oui, vous y avez apporté des réponses en travaillant sur les origines de la Constitution corse, sur les concepts politiques de Pascal Paoli, sur 1755, etc., sur toutes ces étapes qui ont marqué, au fond, non seulement le gouvernement de Pascal Paoli, mais aussi l'entrée des idéaux du siècle des Lumières en Corse. Bon. Et donc, Napoléon Bonaparte, je le rappelle, donc, son père était engagé donc, dans le premier gouvernement de Pascal Paoli d'avant Ponte Novo, et ses fils se sont engagés à ses côtés avant la rupture de 93, mais ont soutenu le deuxième gouvernement de Pascal Paoli, donc de la période de l'Assemblée constituante. Bon. Donc c'était une famille très proche des idéaux de Pascal Paoli. Voilà. Et donc on peut dire que la Corse, c'est par la Corse qu'il a appris les idéaux du siècle des Lumières. C'est aussi en Corse qu'il s'est opposé aux fils, c'est en raison de ses origines corses qu'il s'est opposé aux fils des généraux qui avaient conquis la Corse et qu'il a retrouvés comme condisciples dans les écoles militaires qu'il a fréquentées, en particulier à Brienne, et donc ça ne manquait pas de se terminer par des pugilats. Alors, Mathieu nous demande, s'il n'y avait qu'un seul élément à retenir de l'héritage de Napoléon, lequel serait-il? Alors bon, effectivement, ça c'est une question, c'est difficile de répondre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans son action, effectivement. Oui, c'est difficile. Peut-être en prenant alors beaucoup de distance, et peut-être trop de distance, si vous me permettez, je pense que c'est un homme qui a été confronté à des situations politiques radicalement nouvelles, avec des principes politiques encore balbutiants, mais totalement nouveaux sur le plan de leur application, et qui s'est efforcé de les mettre en œuvre. Et donc, avec ses qualités personnelles, sa très grande intelligence, ses capacités de travail extraordinaires, sa très grande mémoire, et aussi son énergie et son orgueil, on peut dire débordant, eh bien, il a réussi
au fond, une révolution pacifique de la France, une révolution non violente d'une certaine façon. Il y a bien eu des répressions, mais enfin, ça n'était rien à côté des violences de la révolution de 89. Bon, mais il a réussi, au fond, à créer un État nouveau. Bon. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est à retenir. Et je pense que c'est une leçon aussi pour les temps actuels, parce que on peut s'interroger sur quels sont les grands défis d'aujourd'hui. Je n'en tire bien entendu aucune leçon dans le sens d'une marche arrière, d'un regret des temps passés, parce que tout simplement les défis actuels sont radicalement différents, mais nous avons devant nous des défis absolument considérables hein, qui s'appellent la question de l'environnement, de l'écologie, la question du réchauffement climatique, la question de la disparition des espèces. Bon, ce sont des questions qui mettent en cause non pas seulement quelques pays dans des conflits frontaliers, mais l'humanité tout entière. Voilà. Et donc, quand on se pose la question comment, quelles leçons tirer de l'histoire, eh bien, on voit que dans certaines circonstances, des hommes ont su faire table rase des préjugés du passé pour mettre en place des formes de gouvernement adaptées et qui ont répondu aux questions de leur temps. Voilà. Je ne veux pas rentrer plus loin dans la politique, mais je pense que c'est une leçon très importante. Et s'il n'y avait qu'une à tirer, en définitive, c'est celle-là que je prendrais. Merci. Merci, Charles. Alors, Pierre-Paul nous demande, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les relations entre Paul et Napoléon? Vous avez déjà dit un certain nombre de choses, mais enfin, c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Corses, les relations entre Paul et Napoléon. Vous Oui. avez écrit un livre là-dessus. Oui, j'ai écrit un livre sur le sujet. Bon, et puis on a tenu aussi des conférences sur le sujet dans différents endroits, à l'Université de Corse, ici à Paris avec nos amis du Surrey napoléonien, etc. Pour résumer les choses, si vous voulez, au fond, les Bonaparte, Charles Bonaparte, plus exactement, sorti de l'université italienne de Rome, dans laquelle il était, donc ayant fait ses études de droit à Rome, à Florence et à Pise, est revenu donc en Corse, donc jeune diplômé, et sur le chemin du retour, donc il s'est arrêté à Corté. Et à partir de ce jour-là, il s'est totalement engagé auprès de Pascal Paoli, ce qui était une exception, comme vous le savez, pour la Corse du Sud, puisque c'est une famille au fond patricienne, notable, dans une petite notabilité, hein, c'était une commune de 4000 habitants, mais enfin, il faisait partie des quelques familles de souche génoise qui comptaient localement. Voilà. Et donc, c'était une exception qu'une famille patricienne ajaxienne rejoigne Pascal Paoli, qui était quand même essentiellement de Haute-Corse, disons, appelons ça comme ça. Bon, si on veut reprendre une distinction moderne, enfin même plus vraiment, puisqu'il n'y a plus de département. Bon. Donc, mais voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est une longue histoire qui se termine donc avec Napoléon, donc en 1793, avec le départ, l'éviction des Bonaparte de Corse, pour des raisons politiques, j'allais dire, c'est-à-dire que les Bonaparte, pour plein de raisons, alors dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer ici, mais ont rallié le camp de la montagne, hein, le camp des Jacobins, dirions-nous, proche de Robespierre, surtout du frère de Robespierre qui gouvernait à Marseille, et se sont donc petit à petit écartés politiquement de Pascal Paoli, qui lui était un Girondin, qui était un admirateur, on peut dire, de la monarchie constitutionnelle anglaise, qu'il avait bien connue puisqu'il avait passé 10 ans d'exil à Londres. Et donc, le conflit devait inévitablement se produire. Et il s'est produit, et les Bonaparte donc, ont été évincés de Corse. Mais ça ne retire rien, disons, à la qualité des relations qui ont existé pendant 2 générations entre Pascal Paoli et les Bonaparte. Et surtout l'influence qu'ont eu les principes du gouvernement de Paoli sur la jeunesse et la formation de Napoléon. Et ça, je crois que tous les écrits de jeunesse en témoignent. Hein. Et aujourd'hui, un homme comme Jean Tullard le décrit parfaitement précisément. Oui, effectivement, les relations, bon, et puis à la fin de leur vie, ils ont dit beaucoup de bien l'un de l'autre. Hein, exactement. Paoli, grâce à lui, le nom de Corse n'est plus tenu dans le mépris, hein, dit Paoli. Oui, et lui dit, en parlant de Paoli, je l'aimais, j'aurais voulu lui donner le part du pouvoir, etc. Bon, exactement. Après, c'est vrai, des relations qui étaient parfois tumultueuses, c'est vrai. Alors, la dernière question est posée par Laurent. Elle est une question d'actualité. Comprenez-vous ceux qui s'opposent aux commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon? Bon, alors ça, c'est une question vraiment
Bon, Les journaux en sont pleins, les oui, émissions mais- aussi. oui, bien sûr, oui. Oui, d'une certaine manière, je m'y oppose. Je pense que c'est pas justifié. Je pense qu'à partir du moment où on parle de commémoration et non pas de célébration, on parle de mémoire plurielle. Et chaque fois que les mémoires peuvent se croiser, c'est une bonne chose. C'est un signe d'intelligence, c'est un signe de maturité. Et au fond, c'est par le croisement des points de vue différents qu'on apprend, qu'on avance dans la vie. Bon, alors je sais bien qu'il y a aujourd'hui des choses qui lui sont reprochées, mais ce qu'il faut bien voir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque période examine l'histoire avec ses propres préoccupations. J'en prends d'ailleurs un exemple. Je vois que l'Assemblée, pas plus tard qu'aujourd'hui, a voté un délit d'écocide. Voilà, un délit d'écocide. Bon, et ben donc demain, à partir d'aujourd'hui, on peut dire des gens qui se livreront notablement la pollution de la nature seront passables d'un délit. Voilà. Ben, voilà un concept nouveau qui n'existait pas dans le code ancien. Et donc, on pourra toujours reprocher aux gens qui nous ont précédés, qui ont géré nos collectivités locales, etc., de ne pas avoir été attentifs, suffisamment attentifs à la question de l'écologie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de délit. Voilà. Et donc mutandis, ça, c'est pareil pour Napoléon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger en fait d'une période ancienne avec des concepts contemporains, faute de quoi on enfile les jugements les uns après les autres et on ne comprend pas l'histoire. Donc autant je trouve qu'il est totalement légitime d'évoquer la question de l'esclavage, la question du rétablissement de l'esclavage, du statut des femmes, de la liberté, et d'autres s'il en fallait. C'est totalement légitime, ça fait partie du débat historique, du débat démocratique même. Ça ne me pose aucun problème. Mais ceci fait partie de la commémoration. Ça fait partie des éléments, on peut dire négatifs, dans la balance du gouvernement de Napoléon. Mais ça ne retire rien au fait que globalement, Napoléon a apporté des choses considérables. Et j'en veux pour témoignage, au fond, le regard que portent sur lui les étrangers, les Allemands, les Italiens, les Espagnols qu'il a vaincus, les Russes. Moi, j'étais à l'époque de enfin, Poutine, au moment du bicentenaire des débats de la campagne de Russie, reçu sur place. Je veux dire, Tolstoï n'a pas traité Napoléon comme un criminel de guerre. Les généraux, les officiers supérieurs se retrouvaient avant de faire la bataille, et de surcroît, ils parlaient, alors je suis désolé, non pas la langue corse, mais la langue française entre eux. Bon, donc il y avait une culture, si vous voulez, importante bon, qui existait. Et donc ces pays-là ont gardé les traces positives qui ont été apportées par Napoléon. Et aujourd'hui, en Chine, c'est pareil. Moi, j'ai un webinaire donc après-demain avec Védrine, etc., avec des responsables chinois, où on va parler de la manière dont Napoléon est perçu en Chine. Voilà. Donc c'est quand même la preuve que ce personnage-là, il mérite au moins d'être mémoré. Alors commémoré si possible, mais au moins qu'on se souvienne qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé là. Eh bien, c'est effectivement la position qui a été admise à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, hein, ce que vous venez de dire, hein, puisque bien entendu, vous avez fait la distinction entre commémoration et célébration. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Corses qui veulent célébrer Napoléon, et je crois que c'est leur droit, bien sûr, de le faire, et avec le faste qu'ils jugeront nécessaire de déployer. D'autres Corses disent qu'il faut en tout cas se souvenir et parfois donc, vont soulever les questions sensibles hein, que vous évoquiez à l'instant, hein, celui de l'esclavage, celui du rapport répressif à la question corse avec Morand. Bon, voilà, ce sont de vraies questions, mais comme vous le dites, cela fait partie de la commémoration. Et c'est vrai qu'on ne peut que souscrire hein, à la façon dont vous abordez les choses. Et en tout cas, c'est exactement la position qu'a validé l'Assemblée de Corse, je crois très sagement, puisque finalement, l'Assemblée de Corse a eu une polémique à ce sujet beaucoup plus courte que de l'autre côté de la mer, hein, puisque les choses finalement se sont apaisées très vite et nous nous sommes tous accordés sur le fait que bien, il fallait se souvenir ensemble, hein, le sens de la commémoration, se souvenir ensemble du passage dans ce monde de cette personnalité étonnante et voilà, qui a eu beaucoup de conséquences sur ce que nous sommes aujourd'hui en Corse, en France, en Europe et je crois que c'était quelque chose et à côté de quoi il ne fallait pas passer. Hein. Voilà. Alors écoutez, il me reste à remercier
chaleureusement notre compatriote, notre ami Charles Bonaparte d'être venu évoquer la modernité de Napoléon et d'être venu une fois de plus, je dirais, et nous aurons sans doute l'occasion de poursuivre ces discussions passionnantes dans l'avenir. Donc, d'être venu participer à cette série de commémorations, de cette série de conférences dans le cadre de la commémoration de la mort de Napoléon Bonaparte. Merci. Je rappelle donc que la semaine prochaine, ce sera Marie Ferranti, donc, qui viendra, qui interviendra sur. Alors, bien sûr, ce sera sur un aspect, sous un angle plus littéraire, parce que Marie Ferranti, comme vous le savez, est une de nos romancières corses les plus appréciées, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française, qui a écrit notamment un livre sur une haine de Corse, c'est-à-dire cette haine mythique, donc entre Paoli et entre Napoléon plutôt et Pozzo di Borgo. Donc ça n'est pas le sujet principal, ça n'est pas Pozzo di Borgo, ça n'est pas Napoléon Bonaparte, mais cette haine donc entre deux parents. Je parle sous le contrôle, entre deux parents qui se sont affrontés véritablement à l'échelle européenne, avec beaucoup d'opiniâtreté, et nous sommes vraiment attentifs à ce que Marie Ferranti a à nous dire à ce sujet et à d'autres sujets, puisque nous la recevons la semaine prochaine. Alors, merci Charles d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt. Alors, sans doute dans le cadre du projet Paoli-Napoléon qui se poursuit à l'Université de Corse. Donc, nous continuons notre méditation, puisqu'il s'agit véritablement d'une méditation sur toutes ces questions qui relèvent à la fois de l'histoire, du présent et, nous le pensons, de l'avenir. Voilà. Je viendrai bien volontiers. Merci Jean-Guy, merci amis Corse, et à bientôt. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.